participants, les 4 médias participants et l'Institut Via Voice pour les résultats de cette 7e édition. Pendant que notre présidente et notre président du jury s'approchent de la grande scène, donc, et on les présentera mieux tout à l'heure, nous allons vous faire une petite séquence avec l'immense Hervé Brusini, président du comité Albert Londres, avant que d'ouvrir le débat de cette soirée, qui est le débat des assises, comment retrouver le goût de l'info, avec Catherine Boulet qui arrive, qui animera cette séquence, consoeur journaliste média qui nous fait l'amitié d'animer cette séquence, avec à la fois une photo sur comment s'informent les gens aujourd'hui, on y reviendra, avec Raphaël et Isabelle Garrigos, qui, en tant que président du jury, participeront au débat, avec également la patronne de l'Obs, Cécile Prieur, et le patron de l'information de TF1. Ce sera le débat qui suivra. Là, pour vous faire un petit point d'étape sur quelque chose qui vous a peut-être ou pas intrigué, interrogé, c'est ce qui est sur cette affiche et ce qu'on voit apparaître ici. Non, pas encore. Le panthéon du journalisme. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une idée que nous avons voulu mettre en œuvre, qu'on lance un peu comme une bouteille à la mer depuis à peu près un petit mois, qui consiste à demander à ceux qui sont intéressés par l'info, et en priorité aux journalistes, aux jeunes et aux moins jeunes, eh bien, essayer de s'approprier leur histoire par une démarche qu'on espère ludique et pédagogique, qui consiste à aller revisiter un peu toutes celles et tous ceux qui ont marqué l'histoire du journalisme. Alors je précise que dans un panthéon, ça veut dire qu'on parle de gens qui ne sont plus avec nous. Je dis ça parce que nous avons eu un certain nombre de votes de gens qui avaient voté pour des gens qui avaient encore quelques années d'existence devant eux. Donc le principe d'un panthéon, c'est de voter pour ceux qui ont un peu incarné cela. Et donc pour ceci, on va essayer on va peut-être, là on balaye un peu les grandes idées, mais après on va s'y arrêter. Voilà. Donc c'est la petite présentation du questionnaire tel qu'il apparaît sur journalisme.com quand vous allez sur le site Le Panthéon du journalisme. Et donc nous avons, avec l'aide d'un certain nombre de confrères, dont d'ailleurs on ne va pas se mentir, l'ami Brusini ici présent, mais aussi historien de la presse, Alexis Lévrier a prêté sa palme, d'un certain nombre de confrères et de consoeurs ont donné leur sentiment pour établir une playlist qui n'est pas complète, qui ne se veut pas exhaustive, d'une 50aine de noms de celles et ceux qui ont marqué l'histoire du journalisme depuis sa création. Et pourquoi cette idée ? Parce qu'il nous a semblé qu'au moment où les influenceurs, les youtubeurs, etc., faisaient qu'il y avait une sorte de halo dans lequel on ne savait plus très bien où était la frontière entre le journalisme, ceux qui avaient accès aux médias, et ceux qui parlaient au nom du journalisme, et qu'il nous semblait intéressant que la profession d'abord se réapproprie son histoire, en essayant peut-être de la revisiter. Moi, j'avoue que j'ai découvert beaucoup de profils et de personnalités que j'avais complètement zappés. Je parlerai d'une notamment qui est Marguerite Durand. Est-ce que tout le monde connaît dans cette salle Marguerite Durand ? Marguerite Durand, à l'heure où l'on parle du renouveau de la presse féministe et de l'engagement des consoeurs, est la première femme journaliste qui a créé un journal qui s'appelle La Fronde, qui a été le premier grand journal féministe français à la fin du 19e, et donc début 19e, fin du 19e et début 20e. Et donc il y a une histoire absolument diverse en fonction des profils, voilà, qui est intéressant de revisiter. Donc quand vous voyez à chaque fois un de ces 50 noms, vous avez à côté la fiche Wikipédia qui vous permet de vous documenter, vous votez, et l'idée, c'est que la tentation de départ était de vous proposer de voter pour les 3 ou 4 premiers qui vous apparaissaient comme incontournables dans ce panthéon du journalisme, sauf qu'on s'est dit que ça ne serait pas très intéressant parce que on pourrait sans doute avoir des évidences, et on va le voir tout à l'heure, sur qui remporte les suffrages. Donc on a choisi la difficulté de demander à chacun de voter pour 10 noms. Donc on vous invite à prendre le temps, ça prend un petit quart d'heure quand même si on veut le faire sérieusement, voter pour les 10 noms qui pour vous incarnent dans le parcours qu'ils ont eu l'histoire du journalisme et qui incarnent les valeurs du journalisme. Donc on voit les visages ici de François Giroud et de bien d'autres, mais ça peut être aussi les gens qui ont marqué l'audiovisuel, Sabag,
Potcher, ça peut être des gens qui ont marqué l'histoire du sport comme Blondin ou Godet. Donc on a essayé d'être le plus ouvert possible. Et vous avez bien évidemment une 51e case qui est celui ou celle qui ne figure pas dans cette liste et que vous vouliez voir rajouter. Et en fonction de ces ajouts, si jamais il apparaît un certain nombre de fois et un certain nombre d'occurrences, on le fait refigurer dans le... Donc c'est un projet à la fois dynamique, puisque même si on parle de mort, mais on a bien vu comment la communauté nationale engage un débat républicain sur qui doit figurer au Panthéon. Est-ce que Gisèle Halimi doit aller au Panthéon? Est-ce que Manoukian doit aller au Panthéon? Enfin, c'est un sujet qui nous pense on doit pouvoir rassembler une communauté autour de ces valeurs par ce biais, et que chaque année, s'il y a donc suffisamment d'adhésion de la population journalistique pour voter pour cette mécanique, chaque année, l'idée, c'est qu'on resuggère de voter pour 2 autres noms supplémentaires. Et donc, ce Panthéon qui sera évidemment numérique, s'il fonctionne, on travaillera avec la BNF pour le faire vivre, a un ultime objectif, et je m'en tiendrai là après, de dire que si nous arrivons à créer une démarche pertinente et cohérente ici en France, dans le cadre de la 2e édition des Assises du journalisme européen à Bruxelles, nous envisageons de demander aux communautés des 26 autres pays membres d'entamer la même démarche pour voir si nous pouvons bâtir ensemble un panthéon du journalisme européen. Et là-dessus, on n'a absolument pas de base sur lesquelles travailler. Donc Hervé Brusini, amoureux du journalisme et de l'histoire du journalisme devant l'éternel, est très inquiet parce qu'il voulait savoir qui était ou pas en tête, sachant qu'il est président du comité Albert Londres, qu'il vit avec Albert, qu'il dort avec Albert, qu'il s'endort avec Albert. Et donc, est-ce que Albert Londres est en tête de ce sondage? On vous livre les premiers résultats, puisqu'on a lancé... là, ce sont des résultats temporaires, puisqu'on n'arrêtera pas les votes avant l'automne prochain. Mais sur les premières centaines de votants, eh bien oui, Hervé, Albert Londres arrive en tête. Et donc, vous avez en avant-première ici le top 10 de vos ventes. C'est évolutif, hein, évidemment, puisque donc Albert Londres en premier, les 2 Albert qui trustent le podium. Moi, je vote Camus, lui vote Londres, enfin, chacun son... Voilà, François Giroud, Émile Zola, Hubert... Alors, Émile Zola, petite particularité, est le seul journaliste à être réellement au Panthéon. Il est dans le vrai Panthéon, si j'ose dire, et il est le seul. Hubert Beuve-Méry, patron emblématique du Monde, Joseph Kessel, Cabu, qui apparaît parmi tous celles et ceux qui, dans les victimes terrifiantes du 7 janvier 2015. Louise Weiss, je trouve ça très intéressant parce qu'elle a un parcours journalistique remarquable. Elle a un peu disparu des radars parce que l'histoire a été plus sévère avec les femmes journalistes qu'avec avec les hommes journalistes. Et donc Louise Weiss apparaît dans ce palmarès, nous paraît. Voilà. Pierre Lazareff, qui est à la fois l'homme de France Soir et qui a quand même marqué, et Théophraste Renaudot. Je pense que c'est une sorte de reconnaissance au père fondateur reconnu de la profession. Donc, l'invitation qui vous est faite, c'est d'aller sur journaliste.com, de poursuivre et de continuer à faire vivre cette expérience. Si elle fonctionne, on essaiera d'en faire un outil dynamique au service de l'histoire et surtout de l'appropriation collective de l'histoire du journalisme. Voilà. Et donc, pour qu'il y ait un peu une cohérence, Albert Londres étant plébiscité, Hervé Brusini étant le président du comité Albert Londres, on se dit qu'on allait marcher ensemble, et j'ai préféré parler avant lui, parce qu'après, je sais que je ne pourrai plus parler, pour qu'il nous parle d'une nouvelle initiative du comité Albert Londres qui est tout à fait passionnante. C'est de faire vivre Albert Londres par le son, par le podcast. Je te laisse la parole. Merci énormément, Jérôme, pour cette initiative que je trouve formidable, parce que cette initiative, c'est le drame du journalisme. Le drame du journalisme, c'est l'ignorance de son histoire. Vous voyez, quand on s'approche et qu'on voit cette femme dont tu as parlé, Madame Durand, extraordinaire personnage, qui crée la presse féministe avec à ses côtés un reporter magique qui s'appelle Madame Séverine. Madame Séverine va faire des articles sur le droit à l'avortement, sur le droit des femmes seules à pouvoir se nourrir sans l'homme. Ces textes sont extraordinaires de vivacité, de fraîcheur. On les croirait écrits la semaine dernière. Eh bien, nous l'ignorons. Albert Londres, lui, de son côté, réellement, qui a vraiment lu Albert Londres? Peu de gens, très peu de gens. Dans les écoles, au-delà,
Moi-même, au moment où je commence à arriver au prix Albert Londres, je n'avais pas lu Albert Londres. Et comment voulez-vous qu'une profession qui ignore sa propre histoire, et je ne parle pas de l'histoire des personnes, je parle de l'histoire de ce que ces personnes ont inventé, des valeurs démocratiques que nous ignorons, des grands débats sur la défiance, sur les fausses nouvelles dès le 19e siècle. Comment voulez-vous que nous arrivions à aller au-delà de cette ignorance pour faire face aux temps modernes? Les journalistes ont une arrogance qui consiste à dire à tous, remettons dans le contexte, remettons en perspective, vous l'avez entendu souvent dans la bouche des journalistes. Mais si nous commencions à nous remettre en perspective nous-mêmes par rapport à notre histoire, peut-être pourrions-nous voir plus clair sur les périls qui nous guettent. Voilà, je voulais juste dire ça, parce que ça me semble un peu grave pour une profession qui a un tel rôle social et un rôle politique dans la cité pour la démocratie. La démocratie ne peut pas se vivre en ignorant l'histoire de la démocratie. Et dans l'histoire de la démocratie, il y a l'histoire du journalisme. Il y a la vôtre, il y a la nôtre. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est effectivement raviver tout ça de manière plaisante, de manière souriante, en racontant l'histoire, avec des belles voix, avec des grands acteurs. Je vais prendre un peu ma liste parce que je ne veux pas les oublier. Ils ont tous été extraordinaires. Vous allez en entendre un premier extrait qui sera le seul, avec André Dussolier. Il y a ensuite Macha Makeyev, il y a Pierre Deladonchamp, Annick Cogent, Robin Renucci, Sandrine Bonner, Julie Gaillet, Pierre Arditi, Nicolas Lormeau de la Comédie Française, Philippe Torreton, Gaël Faye et Lydie Salver. Eh bien, qu'ils soient ici remerciés d'avoir lu les grands textes d'Albert Londres à titre gratuit et de s'être mobilisés pour cet exercice qui est encore une fois un exercice de plaisir pur. Juste à écouter une belle langue, écouter quelqu'un qui s'engage, écouter du courage, écouter de l'engagement. Vous verrez, ça fait beaucoup de bien. Alors, dernière chose, c'est donc une série de 10 podcasts qui sont chacun thématiques. Il y a le style, l'engagement, je viens de le dire, l'indépendance, le bourrage de crâne, la censure, la fausse nouvelle, les phrases chocs, plein de choses qui ne datent pas de Mathusalem, qui datent d'il y a 90 ans, car c'est cette année que le prix Albert Londres fête ses 90 ans. Vous vous rendez compte, 90 années de prix, avec 90 années de recherche, d'enquête, de centre d'intérêt, de curiosité journalistique. C'est un matériel incroyable à revisiter. C'est un grand musée de nous-mêmes, de notre histoire, via la presse. Et pour ça, je veux aussi juste en passer par ce, passage un peu obligé. Je remercie beaucoup la SCAM qui nous héberge parce que vous le sachiez, l'association Albert Londres, c'est un truc très artisanal. Personne n'est payé, on se débrouille comme on peut et donc on bricole. Et là, on a bricolé avec des gens de talent. Il y a donc la SCAM, il y a Audience, il y a l'INA, il y a le CFC et bien sûr le ministère de la Culture. Alors, je suis très heureux de vous dire que ça, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Albert Londres nous parle et vous allez entendre là un extrait du premier podcast qui est dit par André Dussolier. Il y en a 9 autres derrière. Faites-le savoir, diffusez Albert Londres. C'est pas pour moi, c'est pas pour Albert, c'est pour l'exigence citoyenne que traduit Albert Londres. Donc de grâce, passez le message. Écoutez Albert Londres. Vous verrez, ça vaut le coup. C'est pas un type qui se prend au sérieux. Il ne sait pas nager. Il ne sait pas parler une langue étrangère. Il parle la langue des signes, genre il faut manger, coucher, dormir.
C'est un type qui est comme nous tous, sauf que c'est un magique grand reporter. Voilà, on écoute le premier podcast qui est consacré au style d'Albert Londres, car Albert Londres voulait d'abord être un poète. Albert Londres. Albert Londres. Albert Londres nous parle. Le style Albert Londres, avec André Dussolier. Présenté par Anne Poiret. Lui-même en avait fait l'aveu. Non, je n'ai jamais pu mettre dans mes poèmes le rêve aussi vivant qu'il existe en moi-même. C'est Albert Londres qui parle ainsi. La référence du journalisme, celui que l'on nomma le prince des reporters, homme de terrain des grandes causes, se voyait poète. De fait, le style sera sa marque de fabrique, celle d'un journaliste, irrépressible poète certes, mais du réel. Le voilà engagé au Matin, l'un des 4 quotidiens nationaux parisiens. Nous sommes en 1906. Une lettre de recommandation a permis à ce provincial, originaire de Vichy, d'entrer dans l'univers de la grande presse à l'âge de 22 ans. Il était temps. Les vers ciselés par Albert n'ont connu qu'un succès d'estime. Et puis surtout, il est veuf depuis 1 an et père d'une petite Florise. Désormais, sa plume de chroniqueur politique lui permet de faire bouillir la petite marmite familiale. 8 années plus tard, voilà que l'Europe pressent un avenir funeste. Septembre 1914, les premiers coups de canon déchirent la chaleur de l'été. Albert Londres est devenu reporter de guerre depuis peu. Rude transition. Les Allemands pilonnent la cathédrale de Reims. L'envoyé spécial du Matin est là. À ses côtés, Moreau, le photographe. Venant de Paris, ils ont fini la route à vélo, ce 21 septembre. Dans son papier intitulé « Il bombarde Reims », Londres fait de tous ses lecteurs les témoins de l'extrême violence du moment. Son style nous entraîne, nous sommes dans ses pas, ses yeux sont les nôtres. Ils ont bombardé Reims, et nous avons vu cela. Nous venions d'Épernay. Notre cœur déroulant sans cesse en nous les multiples vues de la guerre, nous allions sans quiétude, mais sans déchirement nouveau. Cette partie de la Champagne avait retrouvé son silence. Nous espérions ne plus souffrir aujourd'hui. La route montait, se détournait, traversait les bois. Nous nous laissions descendre doucement dans l'oubli, comme l'on met un liniment sur une plaie. Reims nous apparut à 15 kilomètres. La cathédrale profilait la majesté de ses lignes et chantait dans le fond de la plaine son poème de pierre. Nous ne la quittâmes plus des yeux. Nous avancions. Alors Notre on va ami nous arrêter frappa là. brusquement Merci, du coude. Regardez l'auditif, ça merci fume. les gars de la régie, super. Voyez, on est avec Albert. Albert arrive vers Reims. Et alors, quand j'entendais tout à l'heure qu'il faut qu'on explique l'info, qu'on dise comment on la fabrique, mais Albert est dans cet exercice parce qu'il vous raconte la manière dont il approche le lieu de l'événement. Il ne part pas immédiatement sur le bombardement, sur l'horreur qu'il va décrire attentivement. Et d'ailleurs, un deuxième papier, il va l'écrire sur, en quelque sorte, le cadavre de cette cathédrale, comme si une personne était gisant là, après le crime qui a été commis contre elle. Et donc, le fait de s'inscrire dans les pas d'Albert fait de nous des reporters qui accompagnent Albert. Albert, c'est l'art de voir, de se déplacer. C'est quelque chose dont on parle finalement trop peu. Ça s'appelle le reportage. C'est une histoire, un reportage, où on vous prend par la main avec quelques premiers mots qui vous accrochent et vous avez envie de suivre la suite. Et pour terminer, il y a une chute et il y a comme une sorte d'économie du récit. Le récit, c'est ça la grande force du journalisme. Parmi les fondamentaux, et j'arrête là,
il y a le reportage. Tant que vous verrez du reportage que vous voyez en ce moment sur la guerre en Ukraine, effectué par des femmes absolument remarquables, c'est le grand retour des femmes reporters. À l'époque d'Albert, il y avait une femme plus connue que lui. Et comment s'appelait-elle? Nous l'ignorons tous. Elle s'appelait André Violis. Extraordinaire bonne femme. Pardon pour la vulgarité ou la familiarité. Madame Violis va par exemple aller en Afghanistan, passer au-dessus de l'Hindoukouche. Elle va se demander si l'avion ne va pas geler. Et à l'arrivée, c'est le roi de l'Afghanistan qui l'attend. Et ils vont parler de quoi ensemble? De l'éducation des jeunes filles. Sujet complètement contemporain. Eh bien, de tout cela, nous ignorons tout. Alors, n'hésitez pas à aller sur Gallica, par exemple, qui est le site de la presse de la BNF. Extraordinaire. Vous lirez Albert Londres, André Violis dans le texte. Lisez Tourmente sur l'Afghanistan. Et puis, je finis par le bonbon. Lisez Nelly Bly. Qui est Nelly Bly? Nelly Bly, c'est une jeune femme, reporter, elle a 20 ans. Et son rédacteur en chef s'appelle Joseph Pulitzer, celui qui a créé le prix. Et il lui dit, écoute Nelly, il faut que tu fasses un truc génial parce que ça va booster les ventes. Tu vas aller plus vite que Phileas Fogg, le héros de Jules Verne. Il faut que tu me fasses un tour du monde en moins de 80 jours. Elle prend le bateau et elle arrive à Amiens. Et pourquoi? Parce qu'elle voit Jules Verne, pardi. Et qu'ils vont déjeuner ensemble. Il faut rentrer maintenant. J'arrive. Et donc, elle raconte ce repas. Lisez les fabuleuses aventures de Nelly Bly. Génial reporter, c'est un livre de poche à 5,20 €. Merci. Vous avez compris pourquoi on est des inconditionnels d'Hervé. Et avec un avocat comme ça, je pense qu'Albert a encore quelques années devant lui, avec un avocat aussi passionnant et attachant que tu l'es. Merci beaucoup.